Bonjour, mesdames et messieurs. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Jennifer Major, de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Jennifer Major, bonjour et merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Mary Beth Whiten co-animera cette séance avec moi. Alors, je vais demander à Mary Beth de composer le numéro de téléphone qui lui a été remis par nos productrices. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, il s'agit en fait du deuxième webinaire de notre nouvelle série de discussions au sujet du soutien communautaire pour les personnes atteintes de démence. Nous sommes heureux de vous proposer l'interprétation simultanée. Si vous souhaitez voir et entendre la communication en français et que vous n'avez pas encore été transféré, veuillez nous le faire savoir dans la boîte de dialogue en bas à droite de l'écran. Une fois que vous aurez été transféré, vous devrez éteindre les haut-parleurs de votre ordinateur et composer le numéro qui apparaît à l'écran. Nous vous invitons également à saisir vos questions et vos commentaires à tout moment en vous servant de la boîte de dialogue ou bien en anglais ou en français. Nous réserverons la discussion verbale et les commentaires pour la fin du webinaire. Or, nous vous encourageons à répondre aux commentaires et aux questions dans la boîte de dialogue, chemin faisant. Veuillez également noter que nous résumerons les questions et commentaires après le webinaire et nous les ferons traduire dans les 2 langues officielles pour pouvoir les partager dans un courriel après ce webinaire. Ce courriel, après le webinaire, comprendra également des liens vers l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir répondu à notre sondage. C'est ce qui nous permet de savoir qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de l'avoir fait. Merci d'avoir voté. Bien. Alors, les participants de l'appel d'aujourd'hui, nous avons 387 personnes de partout au Canada qui se sont inscrites et je vois que les gens s'inscrivent toujours. Il est midi dans le centre du Canada. Alors, nous avons peut-être quelques derniers lambins et j'aimerais d'abord commencer par remettre mes remerciements aux peuples autochtones qui vivent sur le territoire où je me trouve à Ottawa. Cette reconnaissance a pour but de reconnaître le territoire traditionnel des peuples autochtones qui habitent ce territoire depuis l'arrivée des colons. Le siège social de la FCISS est à Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin-Anishinabeg. Ma ville natale de Corner Brook est à Terre-Neuve, en territoire traditionnel Mi'kmaq. Et je reconnais et respecte les diverses histoires des cultures Belgique, Mi'kmaq et Innu, ainsi qu'Inuit de ma province natale de Terre-Neuve et Labrador. Je vous encourage tous à partager dans la boîte de dialogue le territoire ancestral à partir duquel vous vous joignez à nous. L'équipe de la FCSS est affichée à l'écran, c'est moi au centre, je suis l'animatrice d'aujourd'hui et je suis accompagnée de Tania McDonald et de Jessica Fournier. Les conférencières et modératrices aujourd'hui, eh bien, nous en avons quelques-unes. Je vais leur céder la parole pour qu'elles se présentent et je vais commencer par Karen Chan qui se présentera. Karen Chan. Bonjour, je suis Dr. Karen Chan. Je suis professeure adjointe à l'Université de l'Alberta et je suis gériatre. Donc, je m'intéresse beaucoup aux soins prodigués aux personnes âgées. Jennifer Major, merci Karen. À présent, Helen. Helen Lightfoot. Je suis responsable de la pratique provinciale Seniors Health à AHS et je suis emballée de pouvoir dire quelques mots sur notre initiative aujourd'hui. Jennifer Major, merci. Mary Beth, je crois que vous avez du mal à composer le numéro. Si vous n'avez pas encore tenté de le faire, veuillez composer de nouveau numéro. Je cède la parole à Carrie. Carrie McKinney. Bonjour, je suis professeure en santé publique à l'Université de Waterloo et je suis chaire de recherche Schleleg en démence à l'Institut pour le vieillissement. Je suis surtout chercheur. J'examine la participation des personnes atteintes de démence pour améliorer leur expérience de soins. Merci. Jennifer Major, merci Carrie. Et Mimi à présent. Mimi Lowy Young. Bonjour, je suis
président du conseil d'administration de AgeWell. Il s'agit d'un réseau de centres qui réunit des chercheurs de partout au Canada en vue de mettre au point des solutions innovantes et technologiques en vue de vieillir en santé, surtout pour les personnes atteintes de démence. Et je suis également l'ancienne PDG de la Société de l'Alzheimer du Canada et je suis également professeur à l'Université de Toronto. Jennifer Major, merci. Mary Beth, je crois que vous êtes en ligne à présent. Veuillez vous présenter. Mary Beth Whiten. Bonjour. Alors, je suis âgée de 53 ans. Je suis atteinte de démence et je suis coprésidente de Dementia Advocacy Canada, un organisme composé de partenaires de soins ainsi que de personnes atteintes de démence. Par ailleurs, je fais partie de l'équipe conseil du gouvernement fédéral et membre de la Société de l'Alzheimer du Canada qui a constitué un groupe pour la COVID-19 et je fais partie du groupe de l'OMS qui contribue aux travaux de l'Observatoire sur la démence. Jennifer Major, merci. Alors, nous nous réjouissons d'entendre ce que nos conférencières modératrices invitées ont à dire aujourd'hui. Alors, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu de notre série de webinaires sur les soins et le soutien communautaire liés à la démence. Nous allons présenter Karen et Helen qui vont ensuite parler des innovations en Alberta visant à améliorer les soutiens communautaires dans cette province. Et nous allons demander à Carrie de nous dire quelques mots sur une recherche qu'elle pilote elle-même et nous allons ici animer une discussion sur la diffusion potentielle d'innovations qui visent à améliorer les soins et le soutien pour les personnes atteintes de démence. Alors, la FCISS est un organisme sans but lucratif. Alors, notre immeuble se trouve à Ottawa, mais nous travaillons tous virtuellement. Nous sommes en télétravail. Alors, nous sommes un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada. Notre mission est d'identifier des partenaires qui permettent de diffuser des innovations qui visent à améliorer les soins de qualité à proximité du domicile pour les priorités des 3 paliers de gouvernement. Nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et de leurs familles, mais aussi à améliorer la qualité de vie au travail des prestataires ainsi que l'optimisation des ressources. Nous le faisons toujours en partenariat avec nos partenaires. Alors, quelques mots sur cette série. Dans cette série, nous allons discuter d'innovations émergentes et éprouvées qui visent à offrir un diagnostic précoce, empreint de compassion et à coordonner les soins de soutien par la suite. Vous pouvez consulter la page web de la FCSS, vous avez davantage d'informations à ce sujet. Et si vous connaissez une innovation qui gagnerait à être diffusée ou que l'on pourrait présenter lors de notre série, servez-vous de l'adresse électronique affichée à l'écran cbd-cfhi-fciss.ca et parlez-nous de cette innovation. L'autre chose qu'on espère que vous ferez, c'est de parler de cette série. Vous avez ici le lien d'inscription ainsi que de nouveau l'adresse électronique. Alors, à des fins de considération, aujourd'hui, tout au long de la série, nous voulons savoir de votre part, quelles sont les innovations à fort potentiel qui gagneraient à être diffusées partout au Canada? Surtout dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, mais aussi au-delà. Quel est l'intérêt de votre organisme, de votre province ou de votre territoire ou de votre collectivité par rapport à la mise en œuvre et la diffusion de ces innovations? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour le faire? Comment la FCISS peut-elle vous aider en ce sens? Et quelles sont les possibilités de partenariat? Nous savons que beaucoup d'organismes assistent à ce webinaire, des gens qui sont atteints de démence. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour veiller à diffuser ces innovations? Alors aujourd'hui, on vous demandera si vous êtes intéressé à avoir des appels seul à seul ou alors des appels de groupe pour discuter davantage de ce que l'on peut faire et ce que pourrait faire la FCISS pour rajouter de la valeur à vos travaux. À présent, je vais céder la parole à nos modératrices invitées
pour leur demander de nous proposer quelques réflexions sur la série. Alors, je vous cède la parole, Mimi. Mimi Lowy Young, bien. Alors, je vais peut-être demander à Mary Beth ce qui importe pour elle, pour améliorer les soins liés à la démence et améliorer les soutiens dans la communauté. Mary Beth Whiten, merci pour cette question, Mimi. En fait, j'avais du mal à répondre à la question car j'estime qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour améliorer les soins associés à la démence et les soutiens dans la collectivité. J'aimerais prendre un petit instant pour présenter cette question dans l'environnement actuel, c'est-à-dire de la pandémie de COVID-19. Vous voyez, une des choses les plus importantes pour améliorer les soins liés à la démence est associée au soutien à domicile. Nous savons que les partenaires de soins sont submergés de travail et ont peu de capacité de soutenir leurs proches atteints de démence. Et donc, il faut commencer à rapidement déterminer comment soutenir les gens à domicile, à la fois la personne atteinte de démence, mais aussi son partenaire de soins. Et ensuite, il s'agit de déterminer, quand on examine les soutiens, comment s'y retrouver, c'est-à-dire comment s'y retrouver dans ce cheminement de soins, comment bien coordonner les soins. On sait que nos partenaires de soins nous disent haut et fort, et ce n'est pas neuf, c'est un problème depuis longtemps, ils nous disent haut et fort qu'ils ne s'y retrouvent pas, qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir accès à un cheminement de soins intégré. Alors, si je me trouve dans ma municipalité locale, mes services peuvent être fermés. Il n'y a pas de numéro sans frais, par exemple, auquel passer un coup de fil pour savoir où aller pour obtenir des soins. Parfois, il y a des soutiens provinciaux territoriaux, mais ils ne sont pas coordonnés à l'échelle nationale. Plus précisément, pendant la période de COVID-19, c'est un gros problème. Et ensuite, il s'agit de déterminer par où commencer. Si on n'améliore pas la formation pour les professionnels, car il faut veiller à ce que les personnes qui prodiguent les soins soient bien renseignées par rapport à la démence pour qu'ils puissent à tout offrir des soins de grande qualité. Alors je crois qu'il s'agit des éléments les plus importants. Et sur ce, je vous recède la parole, Mimi. Mimi Lowy Young. Merci, Mary Beth. Vous savez, la navigation, s'y retrouver dans le système, c'est effectivement un grave enjeu, un grave problème. Comment accéder aux soins, aux services et avoir 13 systèmes de soins de santé, car chaque province, chaque territoire a son propre système, c'est un problème. En plus des soins communautaires qui sont très variables aussi. Donc l'accès varie selon l'endroit où on se trouve. Et vous avez parfaitement raison, il n'existe pas de moyen unique pan-canadien de parvenir à s'y retrouver. Et il faut certainement améliorer l'intégration de ces soins et soutenir les gens d'après leurs besoins, car chaque personne a des besoins qui lui sont propres et chaque personne doit avoir accès à des soins selon tel a besoin. Alors oui, je pense que la COVID-19 a mis en exergue, c'est mis au grand jour, ces lacunes du système, qu'il s'agisse des établissements de soins de longue durée ou encore du manque de soutien à domicile. Ce qui me mène à la question sur la technologie. Comment la technologie peut-elle aider les personnes atteintes de démence à rester dans leur domicile pendant de beaucoup plus longues périodes avant même d'envisager de s'installer dans un établissement de soins de longue durée? Donc avec la COVID-19, nous avons permis un plus grand accès aux soins virtuels, alors que par le passé, les gouvernements ne voulaient pas en parler. Et maintenant, c'est effectivement une possibilité. Donc, du point de vue des soins, cela représente une possibilité. Or, les technologies innovantes offrent de véritables avantages à la population vieillissante et les personnes atteintes de démence ainsi que leurs partenaires de soins. Les possibilités pour ces
technologies innovantes dans le contexte, par exemple, de l'amélioration de l'isolement, du bien-être physique, mais aussi la capacité de diagnostiquer une démence, permettre un suivi de sa santé personnelle, mais aussi faire la promotion d'un traitement approprié. Par exemple, il existe une technologie qui est utilisée par AgeWell et qui vise à améliorer le vieillissement en apportant la technologie et en apportant une recherche multidisciplinaire à l'amélioration de la qualité. Je vais vous donner un exemple d'une technologie qui a été créée et qui doit être diffusée, mise à l'échelle, à mon avis. Les télésoins, les capteurs d'emplacement, les engins motorisés et bien plus. Ce sont des technologies qui ont permis de surmonter des obstacles pour les personnes qui en ont besoin. Alors, ce sont là quelques petits exemples des choses que l'on peut faire pour mettre à l'échelle la technologie. Voilà. Merci. Jennifer Major. Merci, Mimi et Mary Beth. Mary Beth, avez-vous des réflexions à ajouter à ce que disait Mimi? Mary Beth Whiten. Eh bien, Mimi, à mon avis, donne d'excellents exemples de ce qui peut être fait lorsque on se concentre sur ces lacunes, car la technologie et l'innovation nous permettront d'avancer. Et c'est particulièrement intéressant et important lorsqu'on pense aux politiques. En l'absence d'une solution, la création de politiques est illogique, voire illusoire. Donc, il s'agit de permettre aux gens qui veulent rester à la maison de rester le plus longtemps possible et de les aider grâce à des moyens technologiques. Non seulement rester à domicile, mais vivre une bonne vie. Jennifer Major. Merci. Alors, j'espère que la FCISS pourra justement contribuer à ces efforts. Peut-être qu'on pourra convoquer les provinces et territoires pour examiner des lois, des politiques, par exemple sur la protection des renseignements personnels, qui peuvent être ajustées pour aider les gens non seulement à obtenir le bon soin, mais aussi obtenir de bons soutiens communautaires. Donc, comme vous le dites, vivre la meilleure vie possible suite à un diagnostic de démence. Alors, on se réjouit d'avoir davantage de conversations à cet effet. Pour le moment, je vais céder la parole à nos invités de AHS et je crois que nous allons commencer par Karen Chan. Karen Chan. En fait, Hélène commencera. Hélène Lightfoot, bonjour. Merci de cette occasion de vous présenter notre initiative de services gériatriques intégrés. Nous estimons qu'en fait, il faut lier les gens et la communauté pour mieux vivre. Cette initiative découle d'un réseau qui relève de Alberta Health Services. Je vais vous donner quelques renseignements contextuels avant de céder la parole à Karen Chan. Alors, vous voyez l'évolution de nos activités depuis 2016. L'évaluation du projet pilote a été faite et d'après les apprentissages de cette phase, nous continuons de mettre au point une meilleure compréhension du rôle des coalitions communautaires dans ce travail par l'entremise d'une bourse de Santé Canada. L'objectif de cette initiative est d'aider les personnes vivant dans la collectivité qui sont touchées par la démence. Ceci est réalisé par deux niveaux, c'est-à-dire le provincial et le local. L'équipe provinciale partage un cadre avec l'équipe locale. L'équipe locale, qui est constituée de professionnels des secteurs de la santé sociaux et communautaires, ensuite met au point des soutiens locaux. Ces nouveaux partenariats, qui comprennent un engagement véritable des personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins, permet de renforcer la compréhension des fonctions de chacun et renforce l'engagement en faveur d'une action. Ceci s'est soldé par une amélioration et la création de nouveaux soutiens locaux et ressources locales. Alors, pourquoi
est-il innovant de travailler ensemble? Ça ne paraît pas neuf, mais pourtant c'est difficile. Souvent, les soins sont complexes et isolés. Il faut des efforts intentionnels de la part des niveaux provinciaux et locaux pour améliorer cette situation. Depuis quelques mois, nous savons que les personnes atteintes de démence et leurs partenaires sont durement touchés par la COVID-19, mais les technologies comme les technologies virtuelles peuvent alléger ces souffrances. Voici le cadre de l'avenir. Il tient compte de la description de l'OMS de 2019 par rapport aux soins primaires, c'est-à-dire une approche de l'ensemble de la société visant à améliorer le bien-être et centrée sur les besoins et les préférences de la personne, de la famille et de la communauté. Nous nous concentrons sur le premier niveau, c'est-à-dire l'équipe de soins de santé primaire à l'échelle locale. Nous savons que la majorité des gens continueront de vivre dans leur domicile tandis qu'ils vieilliront, ce qui signifie qu'il faut mettre au point des soutiens au niveau communautaire et qu'il faut à la fois se concentrer sur l'intégration verticale et horizontale. Comme vous le voyez sur les flèches. Le langage de cette intégration provient du Royaume-Uni, de Glasby et Dickinson, et reconnaît que les soins complexes touchent à la fois la santé et les services sociaux, et que les frontières entre la prestation de services sont souvent établies par les organismes et non pas les patients. L'intégration verticale, ce que l'on connaît mieux dans les soins de santé, se concentre sur l'établissement de relations avec des partenaires du secteur de santé, dont les médecins, la prestation de soins à domicile et en santé mentale, afin de diagnostiquer la démence avec compassion. Ceci comprend aussi la sensibilisation par rapport à la démence, des prescriptions pertinentes et aussi la mise en œuvre d'un plan de soins adapté et l'amélioration des processus cliniques. En bas, vous avez l'intégration horizontale et c'est ici que l'on concentre nos innovations. Il s'agit de mettre au point de nouveaux soutiens communautaires appuyés par les partenariats. Ceci comprend les personnes atteintes de démence, leurs partenaires de soins, les services de soutien à la famille, la Société de l'Alzheimer, ainsi que les municipalités. Les activités dans ce domaine comprennent la mise au point de soutien par des groupes de parole. La base de la pyramide est le fondement. L'établissement de relations dans l'ensemble des secteurs est nécessaire pour comprendre le contexte local. Et c'est le travail d'ailleurs de la coalition communautaire. Ces concepts d'intégration horizontale et intégrale et verticale ont permis aux équipes de comprendre qui fait quoi. Sur cette diapo, les messages et diagrammes ont été mis au point par des personnes atteintes de démence ainsi que leurs partenaires de soins. Ceci a été soutenu par AHS et Territoire du Nord-Ouest ainsi que la Société de l'Alzheimer en 2016. Et bien que ces messages soient bien connus maintenant, ils étaient innovants à l'époque. Le message dans le diagramme, c'est que les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins ne veulent pas être au centre du cercle, ils veulent être membres de l'équipe. Cela insiste sur le partenariat avec l'intention de sensibiliser et de mieux servir les populations mal servies. Il s'agit de travailler ensemble, que chaque personne fasse fond sur les forces de l'autre. Ce sont les principes directeurs de notre initiative. Et je cède à présent la parole à Karen. Karen Chan. Merci, Hélène. Je vais vous donner quelques détails sur notre initiative. J'aimerais parler des partenariats qui font partie de notre initiative, les partenaires clés. Alors, l'équipe provinciale, déjà évoquée par Helen, une petite équipe constituée de membres de la communauté locale. Et donc, c'est l'inter-relation entre l'équipe provinciale et l'équipe locale qui permet de renforcer les ressources. Les équipes locales déterminent ce qui est nécessaire. Ce sont ces équipes locales
qui sont les expertes de leur communauté. Et donc, nous travaillons très étroitement avec ces équipes. Ce sont les équipes qui identifient des responsables et des champions. Et d'ailleurs, c'est généralement un infirmier ou une infirmière qui travaille en soins primaires et qui comprend bien les systèmes de cette communauté locale. Et l'équipe locale travaille également à l'établissement de coalitions communautaires qui représentent un vaste éventail d'organismes qui travaillent dans le même objectif, c'est-à-dire d'aider les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Les spécialistes du domaine sont également des partenaires importants de l'initiative. Ce ne sont pas que des professionnels de la santé ou des chercheurs, il peut s'agir de personnes atteintes de démence et de partenaires de soins. Tout comme la diapo présentée par Helen, ces personnes peuvent nous aider à orienter nos travaux et nous sommes très reconnaissants de tout le travail réalisé par les spécialistes du domaine qui offrent un encadrement, un accompagnement pour orienter nos travaux. Et voici une petite citation d'un de nos partenaires de soins qui dit « Grâce aux amis et à l'entourage, il a pu aider sa femme à composer avec la maladie. » À présent, les coalitions communautaires. Ça, sur quoi je souhaite insister, c'est l'inclusivité de tous les partenaires de cette initiative. Leur participation est importante. Au départ, on a toujours une représentation du secteur de la santé ainsi que le secteur des services sociaux, mais certains ont réussi aussi à faire participer les gouvernements municipaux ainsi que les membres du public, dont les patients et les partenaires de soins. On nous dit souvent que la diversité contribue à l'amélioration des services. En créant ces coalitions, on peut non seulement aider les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de soins, mais cela peut peut contribuer à résoudre d'autres problèmes également. Sur cette diapositive-ci, on souhaitait insister sur le fait qu'on a déjà étudié la première phase pilote et nous avons fait une analyse économique également. Ce sont ces données qui nous permettent de poursuivre nos travaux. À présent, s'agissant de ce qui découle de l'initiative, il existe de nouvelles mesures de soutien qui étaient absentes dans le passé. Et d'ailleurs, la pérennité de cette initiative est très bonne en ce sens que nous nous servons de ressources déjà en place dans les communautés, mais nous les interrelions car elles travaillent pour le moment en vase clos. Donc, en travaillant ensemble, on crée un plus grand collectif de ressources. Voici quelques exemples de nouvelles mesures. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut souligner que, entre autres, le programme communautaire de jour pour les adultes dépend beaucoup du travail conjoint avec les municipalités pour le transport et avec les soins de santé pour qu'il y ait un personnel disponible pendant le jour, mais aussi les partenaires communautaires qui ont offert les locaux. Alors voilà un seul exemple des nouvelles mesures de soutien issues de nos travaux. Nous avons aussi travaillé depuis 5 à 6 ans à la diffusion et à la mise à l'échelle dans la province de l'Alberta.
Vous avez ici une vidéo qui vous présentera davantage d'informations sur l'initiative. Vous pourrez consulter cette vidéo à loisir. Elle permet de mieux comprendre comment l'initiative a aidé les collectivités locales à mettre au point des ressources locales. D'ailleurs, on présente un patient et son partenaire de soins dans cette vidéo. Enfin, nous avons eu beaucoup de chance de recevoir une subvention de Santé Canada pour continuer nos recherches à savoir quels sont les véritables avantages de ce travail et pour continuer notre travail globalement. Et nous sommes vraiment emballés, d'ailleurs, d'entendre vos questions si vous en avez. Alors, de plus en plus de personnes s'intéressent à cette initiative, ce qui est une bonne nouvelle. Merci. Jennifer Major, merci beaucoup Helen et Karen pour votre exposé. Nous allons à présent vous céder la parole pour des questions, mais tout de même, avant de ce faire, je vous encourage à saisir dans la boîte de dialogue vos questions par rapport aux exposés que vous venez d'entendre. Cela dit, tandis que nous attendons vos questions, nous vous demandons de répondre aux petites questions affichées à l'écran. Souhaitez-vous participer à un appel de la FCISS pour en savoir plus sur l'innovation de l'initiative d'AHS, PHC, IGSI? Alors, nous vous inviterions d'autres personnes qui pourraient par exemple, intéresser votre organisme, votre communauté, votre province ou territoire. Est-ce que ça vous intéresserait de diffuser cette innovation dans votre contexte, dans votre environnement? Est-ce que vous voulez apprendre davantage au sujet de cette initiative et est-ce que la FCISS peut vous aider? Alors, on parlerait entre autres de soutien, dont du financement. La deuxième question, avant ce webinaire, connaissiez-vous cette innovation? Comme je disais un peu plus tôt, nous cherchons à présenter des innovations qui sont éprouvées, c'est-à-dire qu'elles permettent aux gens de rester dans la collectivité plus longtemps suite à un diagnostic de démence. Et cela permet aussi de soutenir leurs partenaires de soins. Alors, nous voulons savoir si vous étiez au courant de cette initiative, de cette innovation. Et ensuite, la dernière question, j'en sais plus au sujet de l'initiative qu'avant de participer à ce webinaire. Nous devons poser ces questions pour ensuite rendre compte de nos activités à notre bailleur de fonds Santé Canada. Alors, nous vous donnons quelques instants pour répondre à ces questions. Je ne vois pas de questions dans la boîte de dialogue, mais peut-être que les autres invités d'aujourd'hui, comme Mimi ou Mary Beth, ont quelques réflexions à proposer. Sinon, nous passerons à Carrie McKinney. Alors, je vous laisse quand même un petit instant pour que vous saisissiez vos questions. Une question. Quels obstacles avez-vous relevés sur le plan de la mise en œuvre de ce projet? Quels ont été les obstacles et comment les avez-vous surmontés? Jennifer Major. Karen Helen, voulez-vous répondre? Karen Chan. Il y a eu beaucoup de défis à relever à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle provinciale. Entre autres, pour assurer l'adhésion au projet. Vous savez, les gens disent, bon, on demande à des secteurs de collaborer et on essaie de casser les cloisons. Or, c'est difficile à accepter, surtout en santé, où on travaille effectivement beaucoup en vase clos, de manière cloisonnée. Donc, il s'agit de faire comprendre aux gens qu'il est très important de participer à cette collaboration. Il y a eu beaucoup de défis à l'échelle locale également, à savoir par rapport à l'adhésion des partenaires au projet.
Hélène aura peut-être quelque chose à ajouter. Helen Lightfoot, oui, en fait, du côté positif, sur le plan local, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que beaucoup de ces partenaires ne s'étaient jamais rencontrés. Et c'est grâce aux ateliers d'apprentissage que nous avons organisés qu'ils ont appris à se connaître et qu'ils ont compris qu'ils offraient des services souvent aux mêmes personnes et que pourtant leurs activités n'étaient pas coordonnées. Mais c'est une question de temps aussi. Vous savez, parfois ça se fait en dilettante. Alors avoir, à mon avis, des ressources consacrées à ces efforts, c'est ce qui a été un problème. Mimi Laoui Young. Oui, je pense que souvent c'est une question de connaissance, un manque de connaissance qui est le problème. Jennifer Major, merci. Je viens de saisir une observation dans la boîte de dialogue. Vous savez, on espère que la valeur ajoutée de la FCASS sera associée à la compilation d'informations sur les obstacles et les facteurs favorables, les politiques favorables que l'on pourra partager avec les provinces, territoires et organismes intéressés. Je vois quelques autres questions. Une de Cindy. Je vais en fait demander à Carrie de faire son exposé. Nous reviendrons à la question de Cindy suite à l'exposé de Carrie. Sur ce, je cède la parole à Carrie. Nous reprendrons vos questions par la suite. Merci et merci à mes prédécesseurs de leur excellente communication. Merci à tous d'avoir accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui. J'aimerais dire quelques mots sur une étude que nous faisons qui vise à co-concevoir le diagnostic de la démence et les soins post-diagnostiques, dont l'acronyme est Cognizance. C'est une étude internationale dont l'objet est d'améliorer l'expérience lorsque les gens reçoivent leur diagnostic et les soutiens qui sont consentis suite au diagnostic. Donc, nous travaillons directement avec des gens atteints de démence, avec leurs partenaires de soins, mais aussi avec les prestataires de soins de santé et de services sociaux. Il s'agit d'une étude très pratique sur le terrain où on tâche de faire une différence pour les personnes atteintes de démence et leurs familles. J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans un groupe du Québec et du Nouveau-Brunswick et nous espérons que suite à l'achèvement de cette étude, que nous pourrons la diffuser. Alors, lorsqu'il est question du diagnostic de la démence, nous savons que l'expérience n'est pas toujours optimale. D'ailleurs, dans bien des pays, certaines personnes n'obtiennent jamais de diagnostic. Alors, certaines recherches ont été faites qui ont étudié combien de personnes ne reçoivent pas de diagnostic de démence. Et au Canada, selon certaines études, on prétend que ça peut être jusqu'à 70 personnes, des personnes atteintes de démence qui n'ont pas de diagnostic de démence. Alors, lorsqu'un diagnostic tombe, il n'est pas toujours forcément communiqué à la personne concernée. Alors, bien que la majorité des médecins de famille et des spécialistes le signalent à la famille, très peu d'entre eux le disent directement à la personne concernée. Selon certaines études, ce n'est qu'un tiers des médecins de famille et à peu près la moitié des spécialistes qui ont l'habitude de communiquer le diagnostic à la personne atteinte de démence. Et nous savons également que lorsque ce diagnostic est communiqué, l'expérience n'est pas toujours positive. La personne se sent peut-être désespérée et il y a souvent très peu de soutien suite au diagnostic qui soit recommandé ou remis à la personne concernée pour l'aider à composer avec ce nouveau diagnostic, mais aussi pour l'aider à mieux vivre avec ce diagnostic. Alors, souvent, les gens sont laissés à eux-mêmes. Alors, Kate Walford de l'Australie, atteinte de démence, a parlé du désengagement par défaut. Et ça a été son expérience lorsque son diagnostic est tombé. On lui a dit, rentrez chez vous,
abandonnez vos études et attendez que votre maladie évolue. Heureusement, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle est devenue une ardente défenseur des droits des personnes atteintes de démence dans le monde. Alors, à ce stade-ci, on voulait vous poser deux petites questions. D'abord, êtes-vous au courant ou êtes-vous au fait d'un cas où l'on a annoncé un diagnostic de démence d'une façon moins qu'optimale? Et êtes-vous au fait d'un cas où l'on a annoncé un diagnostic de démence sans offrir de soutien à la suite du diagnostic? Alors, je vous donne quelques instants pour répondre. Alors, je pense que les gens continuent de répondre, mais bon, malheureusement, on a deux réponses assez claires. Alors oui, manifestement, les gens sont au fait, au courant de cas où les diagnostics ont été bien moins qu'optimaux et que les soutiens suite au diagnostic n'étaient pas optimaux non plus. Comme vous voyez ici, dans le cadre de ce webinaire, nous avons voulu créer une initiative pour améliorer cette situation, non seulement au Canada, mais partout ailleurs. C'est pourquoi nous avons créé Cognizance. Un certain nombre d'entre nous du Canada avons pu participer à une excellente occasion d'ailleurs de participer à cette étude internationale qui est faite en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Pologne. Alors, l'étude Cognizance vise à mettre au point une trousse d'outils et aussi des campagnes de changement de comportement qui visent à améliorer l'expérience de diagnostic, mais aussi le soutien post-diagnostic pour ces personnes atteintes de démence. Alors, les trousses d'outils seront co-créées. Nous travaillons avec les personnes atteintes de démence, leurs partenaires de soins et les prestataires de soins pour d'abord identifier les principaux objectifs. Il y a deux choses qui doivent être faites, entre autres, pour améliorer l'expérience. Donc, le diagnostic et le soutien. Quels sont les messages clés à communiquer aux autres? Alors, les trousses d'outils sont constituées d'outils qui visent à aider les personnes atteintes de démence, leurs familles, leurs prestataires, afin d'atteindre leurs objectifs personnels. Les campagnes, quant à elles, seront un moyen de communiquer le message et de faire la promotion des nouveaux comportements. On veut que les gens fassent les choses différemment grâce au travail qui est réalisé. Donc, nous aurons une trousse d'outils et une campagne qui viseront le public et une trousse d'outils et une campagne qui viseront les prestataires de soins de santé, mais aussi de services sociaux. Et ces deux choses, évidemment, doivent être alignées, car on souhaite que le public et les prestataires parlent le même langage. Donc, il est important de souligner que nous en sommes au tout début de cette étude. Et d'ailleurs, que nous ne faisons que confirmer à l'heure actuelle les objectifs de la trousse d'outils et des campagnes. Mais pour vous donner une idée, je vais vous donner un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Par exemple, comme je le disais un peu plus tôt, nous savons que les soutiens au moment du diagnostic ne sont pas toujours remis aux personnes atteintes. Alors, ce que nous disent les personnes atteintes de démence, c'est qu'il faut qu'il y ait des soutiens, il faut qu'on en fasse quelque chose pour aider les gens à trouver les ressources dont ils auront besoin suite au diagnostic. Alors, si c'est un objectif, la trousse d'outils pourrait donner des ressources qui permettraient aux
personnes atteintes et à leurs partenaires de soins de se constituer un argumentaire pour obtenir des soins. Quelles questions poser afin d'optimiser les soutiens? Et aussi des ressources sur les moyens de trouver les soutiens et comment s'y retrouver dans le système. Alors, ce sont des exemples de choses qui peuvent se trouver dans la trousse d'outils. La campagne, ensuite, se concentre sur le message de l'importance des soutiens suite au diagnostic. Encourager les gens à consulter la trousse et à se servir des ressources et à demander les soutiens dont ils ont besoin. Ça serait un exemple. Un autre exemple, ce sont les personnes atteintes de démence qui nous disent qu'elles ont du mal à communiquer, elles ont du mal à expliquer leur diagnostic à d'autres personnes. Manifestement, c'est essentiel si l'on veut obtenir un soutien. Dans ce cas, une trousse d'outils pourrait comprendre des ressources pour aider les gens à partager ce diagnostic avec les autres. Comment parler avec des membres de la famille, des amis, peut-être avec des enfants, des petits-enfants, mais aussi comment partager, expliquer ce diagnostic, en parler avec les prestataires de soins et de services sociaux. Et la campagne pourrait se concentrer sur l'importance de la communication d'un diagnostic et d'écouter la personne concernée qui tâche d'expliquer son expérience. Alors, voilà quelques idées, mais comme je le disais, nous en sommes au tout début de cette étude. Nous sommes toujours à confirmer l'objectif de cette campagne et de cette trousse d'outils, mais j'espère que je vous ai donné un aperçu de ça, à quoi ça pourrait ressembler. Voici un aperçu de notre équipe. Je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler avec de personnes si reconnues dans leur domaine. Nous avons des collaborateurs en Australie et aux Pays-Bas qui sont des chercheurs de classe mondiale. Et en bas, vous voyez aussi que nous avons à droite des représentants internationaux. Kate Swafer, qui a créé l'Alliance internationale sur l'Alzheimer. Nous avons des représentants de l'OMS et de Alzheimer's Disease International. Donc, c'est un groupe d'illustres personnes et nous espérons pouvoir partager nos apprentissages, la trousse d'outils et la campagne qu'on mettra au point, par exemple au Canada, dans les autres provinces, mais aussi on espère pouvoir diffuser cela à d'autres pays, surtout les pays moins nantis qui ont peut-être du mal à s'adonner à ce genre de travaux eux-mêmes. Voici un aperçu de la situation actuelle. Alors, nous avons administré des sondages et organisé des groupes de discussion pour comprendre quelle était l'expérience dans chacun des pays par rapport au diagnostic de la démence, l'expérience de la personne concernée, et nous travaillons à la mise au point de la trousse d'outils et des campagnes. Par la suite, nous allons diffuser ces campagnes et cette trousse d'outils, et nous allons évaluer les campagnes et la trousse d'outils. Nous allons aussi, comme je disais, créer un guide pour orienter la mise en œuvre dans d'autres régions du Canada ainsi que dans d'autres pays. Alors, quelques renseignements, si cela vous intéresse. Comment participer si vous souhaitez, par exemple, répondre à un questionnaire ou participer à une entrevue, surtout pour les résidents de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, ou si vous voulez recevoir des nouvelles par rapport au projet, j'ai inscrit l'adresse électronique de Mélissa Koch, qui est coordonnatrice de la recherche. Merci beaucoup et je me réjouis à présent de répondre à vos questions. Jennifer Major, merci Carrie. Je vois que nous avons des questions dans la boîte de dialogue. Avant de passer aux questions, je vous demanderai de prendre un petit instant pour répondre à ce sondage. Alors, souhaitez-vous participer à un appel avec la FCSS pour en savoir davantage sur l'initiative Cognizance? Deuxième question, avant ce webinaire, connaissiez-vous Cognizance? Oui ou non? Et j'en sais plus sur Cognizance maintenant qu'avant ce webinaire.
Alors, ce sont les questions qui nous permettent de rendre compte de nos activités à notre bailleur de fonds, mais évidemment, elles sont anonymes. Alors, si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, vous souhaitez participer à un webinaire, dites-le nous et nous tâcherons de répondre à vos attentes d'ici 2-3 semaines. Alors, il ne reste plus que 10 minutes à ce webinaire. Et donc, je sais que nous avions des questions dans la boîte de dialogue. Il y a une certaine conversation aussi dans la boîte de dialogue, à savoir que pourrait faire la Fondation pour aider les médecins, pour créer une formation qui accorderait des crédits de formation continue aux médecins. Il y a aussi une autre question que je prendrai peut-être en délibéré de Cindy. Mais vous pouvez continuer de saisir vos questions. Alors, si vous permettez, je vais tâcher de retrouver la question. Il y avait une question sur la participation des patients et des partenaires dans Cognizant, mais je crois que vous avez répondu dans le cadre de votre exposé. Mais il y a une autre question qui a été posée. Est-ce que quelqu'un a une solution pour rouvrir les programmes de jour pour adultes? Je sais que beaucoup de ces programmes ont été fermés depuis le début de la pandémie. Une des réponses que j'ai saisies, c'est, bon, je ne sais pas si quelqu'un est au courant de ce qui se fait dans sa province et son territoire et ce qui a pu être fait pour rouvrir ces programmes. Et je me demandais si la FCSS pourrait justement essayer de réunir cette information pour la verser sur une plateforme qui pourrait être utile pour l'ensemble du groupe. Alors peut-être que Mary Beth ou Mimi ont des observations à faire pour l'ouverture de ces programmes de jour pour que les gens reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. Mimi Lowy Young. Eh bien, écoutez, c'est la question à $1 million, Jennifer. Je pense que on se demande justement comment assurer cette ouverture. On pourrait assurer, par exemple, des mesures de distanciation physique pour les gens qui assistent à ce genre de programme. Est-ce que c'est difficile à réaliser? Oui, mais c'est possible. Il y a un exemple en Alberta dont le nom m'échappe où on permet une réouverture. Ou c'était plutôt Mary Beth White. Mimi, avez-vous des observations? Mimi Lowy Young. Eh bien, oui, la distanciation physique, mais aussi les possibilités d'interaction virtuelle. C'est-à-dire que si les gens sont à l'aise avec la technologie, il faut tâcher d'exploiter ces possibilités le plus possible. Mais tandis qu'on pense à rouvrir les écoles, la réouverture des centres communautaires, des groupes de soutien est tout aussi importante. C'est ce qui permet aux gens de vivre en santé dans leur communauté avec des diagnostics comme un diagnostic de démence. Ce sera, à mon avis, nécessaire et ce sera important pour les autorités sanitaires de chacune des régions d'y réfléchir. Mais bon, il faut le faire en sécurité. C'est la sécurité qui doit primer. J'ai une question sur la participation des médecins et les pays qui participent. Est-ce que certains de ces pays ont un quota ou une cible pour le diagnostic de personnes atteintes de démence? Jen Major, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas si des cibles ont été fixées. Je ne sais pas si quelqu'un en ligne serait au courant, même des cibles de diagnostic au sein de votre province ou territoire. Karen, je sais que vous signaliez qu'en Alberta, vous avez offert des cours de perfectionnement professionnel aux médecins. Karen Chan. Oui, la sensibilisation et la formation des médecins
a été faite ici et je dois dire que les médecins ne reçoivent pas toujours de crédit. On ne sait pas toujours si les crédits font une différence. Bon, je pense que c'est plus intéressant pour eux de venir s'il y a effectivement des, des crédits, mais ça permet aussi de faire participer des spécialistes. Et ça permet aussi de tisser des liens entre les médecins locaux et ce spécialiste à qui ils peuvent s'adresser en cas de question. Jeanne Major, oui, bon, écoutez, nous, bon, c'est une idée. Si la XCSS pouvait ajouter de la valeur, peut-être que ce serait en partie euh, un incitatif financier pour prendre ce cours. Bon, ça a bien marché pour nous dans le passé d'avoir un soutien offert aux médecins qui soit en fait co-conçu avec eux. Il faut que les médecins jouent un rôle important pour offrir du mentorat à leurs pairs lorsqu'ils offrent la formation. Mais la CISS a effectivement des connaissances techniques et éventuellement peut-être quelques fonds à accorder à ce genre de projet. Donc, à court terme, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, même court, moyen et long terme, il y a des idées aujourd'hui à savoir comment on peut ouvrir des programmes de, de soutien auprès des adultes, entre autres des programmes de jour. Alors, on nous indique dans la voie des dialogues et dans les territoires du Nord-Ouest, les programmes de jour sont ouverts. C'est fait différemment par rapport avant la pandémie, c'est-à-dire qu'on limite à 10 personnes à l'intérieur. Alors, si vous pouviez partager cette information, entre autres cette information qui nous provient de Lisa Rayner, eh bien, peut-être que ça pourrait éclairer la lanterne des provinces et territoires qui n'ont pas encore procédé à cette ouverture. Et peut-être que la Fondation pourrait contribuer à ces efforts. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ces idées. Il ne reste plus que 2 ou 3 minutes. Alors, continuez de saisir vos observations, mais entre-temps, je vais afficher les dernières diapositives. Je vais demander que vous répondiez à un petit sondage. Également, je céderai la parole à nos modératrices pour qu'elles concluent. Alors, je vous rappelle que ces diapositives seront disponibles par la suite. Nous avons un programme qui pourrait vous intéresser. C'est le défi Innovation Priorité Santé. Là, on se concentre sur la santé mentale et la toxicomanie et les soins à domicile et communautaires. Alors, consultez cette page sur notre site web et je vous le rappelle, nous vous enverrons ces diapositives après ce webinaire. Donc, vous aurez accès à cette information. Je vais à présent passer au sondage pour la fin du webinaire. Ce sont quelques petites questions auxquelles on vous demande de répondre et je vais rapidement lire les questions. Dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de ma participation au webinaire. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de la façon dont j'ai pu participer activement à ce webinaire. Et, de manière très importante, on a une question à réponse libre. Avez-vous des questions ou plutôt des commentaires, des suggestions pour améliorer le contenu partagé dans ce webinaire? On veut savoir, en fait, à la FCASS, on cherche à travailler avec nos partenaires qui comprennent des gens comme Mary Beth, Mimi et d'autres dont on a entendu parler aujourd'hui, qui ont participé à l'appel d'aujourd'hui, afin de comprendre comment la FCASS peut ajouter de la valeur pour vous aider à court, moyen et long terme à faire les choses dans votre collectivité pour les gens, pour aider les gens à atteindre la démence, à vivre plus longtemps et surtout plus longtemps chez eux. Alors, dites-nous quelles sont vos idées. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez parler de certaines politiques? Est-ce que vous voulez parler d'innovation d'autres provinces et territoires? Et ainsi de suite. Alors, donnez-nous vos idées. Et d'ailleurs, on les attend avec impatience. Mimi, quelques ultimes réflexions de votre part? Ou Mary Beth Whiten, avez-vous quelques ultimes réflexions? Mary Beth Whiten. Bon, d'abord, merci d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. C'était très intéressant et je pense que cela nous donne une meilleure compréhension de ces projets. Et ce que je retiens surtout, c'est
le mot communauté. Il faut toujours penser à la communauté. C'est ce sur quoi on appuie les soutiens. Et ensuite, je pense que cela rejoint le rapport de l'ICIS sur les soins à domicile et en communauté. On dit que 61% des personnes âgées atteintes de démence vivent à domicile au Canada. Ils ont besoin de soutien pour rester chez eux. Et ça ne fait pas partie. Cela ne concerne pas tous les diagnostics. En fait, les diagnostics les plus graves chez les personnes moins âgées ne sont pas inclus dans ces chiffres. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Mimi Laoui Yang, désolée, j'étais en sourdine. Je voulais simplement dire que j'ai beaucoup apprécié les exposés. J'encourage tout le monde à s'intéresser au projet international parce que ces résultats seront très importants pour nous. Je pense que ce qui se fait au niveau communautaire est très important également. Je pense qu'il faut examiner toutes les possibilités de diffuser et de mettre à l'échelle ces projets. Jen Major, merci beaucoup. Eh bien, ce fut une excellente conversation. Nous allons examiner la boîte de dialogue de très près et nous allons tâcher d'organiser un autre appel où on permettra à d'autres personnes de participer. Je vous souhaite une excellente fin de journée et nous nous réjouissons de vous retrouver au mois d'août ou plutôt au mois de septembre pour le prochain webinaire de cette série. Merci à tous. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut la téléconférence. Vous pouvez à présent raccrocher.